Bonjour à tous, vous assistez à un rendez-vous expert organisé par les éditions du Moniteur dans le cadre de votre abonnement à Moniteur Juris. La question d'aujourd'hui porte sur les impacts du Covid-19 sur les autorisations d'urbanisme et elle sera traitée par Thomas Simon. Thomas Simon est avocat en droit de l'urbanisme depuis plus de 10 ans et aujourd'hui, il est associé au sein du cabinet Massaguier et Simon Avocat. Avant de lui céder le micro, je vous informe que vous avez la possibilité tout au long de ce rendez-vous de poser vos questions via l'onglet Questions, accessible comme indiqué actuellement sur la diapositive. Thomas Simon y répondra à la fin de son intervention. Thomas Simon, je vous cède la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré, ça vous a été dit, à la crise sanitaire et à son impact sur les autorisations d'urbanisme. Alors, de la crise sanitaire, je ne vous dirai pas grand-chose parce que le praticien en droit de l'urbanisme n'a strictement rien d'utile et d'intéressant à vous apprendre sur cette tragédie mondiale. En revanche, on va parler aujourd'hui, cet après-midi, d'autorisation d'urbanisme, plus particulièrement des procédures d'autorisation d'urbanisme et encore plus spécialement des délais qui sont attachés à ces autorisations d'urbanisme. Je veux parler par là des délais d'instruction, d'obtention, d'exécution, de purge de certains délais, car il est vrai que la gestion du temps, vous le savez, la gestion du temps, elle est capitale en urbanisme et elle l'est sans doute encore davantage en ces temps de crise. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parlera beaucoup de délais, de computation de délais, même si oralement, comme ça, à distance, je préférais être autour d'une table avec vous pour poser les cas pratiques sur le papier, mais on va faire ça dans les conditions qui nous sont imposées par ce confinement. Alors, vous avez affiché à l'écran le plan de cette intervention. Je vous propose une intervention en 6 points. On va articuler cette intervention autour de 6 parties. Dans un premier temps, avant toute chose, je vous propose un panorama des dispositifs et des échéances qu'il faut qu'on ait en tête pour les semaines et les mois à venir. Et puis, après cela, on entrera dans le vif du sujet et on évoquera successivement d'abord les autorisations qui n'existent pas ou pas encore, c'est-à-dire qu'on s'intéressera au dépôt, à l'instruction et à la délivrance de ces autorisations. Et puis ensuite, on s'intéressera aux autorisations qui existent et on abordera leur délai de validité, hein, le temps dont on dispose pour les exécuter. Ensuite, on parlera des formalités d'achèvement et de conformité qui sont également impactées par la crise sanitaire et les mesures exceptionnelles prises à la suite de cet événement. On parlera également du retrait et des recours contre les autorisations, hein, ce fameux événement de purge des délais si importants, notamment dans la vie des contrats. Voilà les grandes parties autour desquelles je vous propose d'articuler cette intervention. Alors, quelques propos introductifs d'abord, quand même, pour poser le cadre. D'abord, les textes. Alors, vous en avez une liste sous les yeux, les textes qui nous intéressent et qui impactent les procédures d'autorisation d'urbanisme. Alors, la liste que vous avez sous les yeux, d'abord, je ne vais pas la paraphraser, je ne vais pas vous la répéter, vous l'avez sous les yeux, en plus, ce sont des textes au sujet desquels on lit beaucoup de choses et dont on a pas mal entendu parler de ces dernières semaines. Cette liste qui figure sur la diapositive que vous avez sous les yeux, c'est une liste non exhaustive, hein. Vous le savez, en période de confinement, la production normative, elle, n'est pas confinée, hein. Au contraire, elle est très abondante. Donc, il n'est pas possible de récapituler sur une seule page tous les textes susceptibles d'intéresser l'activité, notamment administrative, qui ont été pris depuis la mi-mars. Donc, c'est une liste non exhaustive, c'est une liste non définitive, car chaque jour, alors peut-être pas chaque jour, mais en tout cas chaque semaine apporte sa réforme. Il est donc très probable que si on s'était parlé dans une semaine, cette liste aurait été différente, en tout cas complète. Ainsi, par exemple, la dernière ordonnance que vous avez tout au bas de la liste, l'ordonnance du 22 avril 2020, est parue hier au Journal officiel. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Elle n'impacte pas les procédures d'autorisation d'urbanisme de façon systématique et de façon aussi importante que les deux du dessus.
les deux principaux textes qui vont nous occuper aujourd'hui et qui nous occupent lorsqu'on essaie de déterminer les nouveaux délais attachés aux autorisations d'urbanisme, les deux principales ordonnances qui nous intéressent, les deux principaux textes, c'est l'ordonnance d'abord du 25 mars, l'ordonnance du 25 mars 2020, la 2020-306, et puis la suivante, l'ordonnance du 15 avril 2020, qui en fait, l'ordonnance du 15 avril 2020, a modifié l'ordonnance du 25 mars 2020. Ces deux ordonnances, alors si je devais résumer la situation en 30 secondes, une minute, je dirais que la première ordonnance, celle du 25 mars, c'est une ordonnance générale. C'est une ordonnance qui temporise, qui neutralise les délais de toute nature. Et pas simplement, évidemment, les délais d'urbanisme, mais les délais de toute nature, des délais contentieux, des délais de procédure, même certains délais contractuels. Enfin, c'est une ordonnance générale. Et évidemment, comme toute ordonnance générale, elle a eu des effets sur les procédures d'urbanisme et en particulier sur les autorisations. Cette ordonnance, en gros, si je devais rester très schématique, elle fige tout jusqu'au 24 juin. On entrera dans le détail dans quelques instants, hein, mais retenons que jusqu'au 24 juin, elle neutralise tout, ou à peu près tout. L'ordonnance du 15 avril, elle, a été prise notamment à la suite d'une certaine réaction des professionnels de l'immobilier et du bâtiment qui, subissant, pour ce qui les concerne, l'ordonnance du 25 mars, ont dû en ressentir les effets, comment dire, dilatoires et potentiellement catastrophiques pour le secteur. Hein. Il faut bien le dire. Donc, l'ordonnance du 15 avril est venue particulariser les choses en urbanisme et, d'une certaine manière, rééquilibrer un peu les forces, les besoins et les intérêts en présence en ramenant, grosso modo, hein, en ramenant le délai de reprise des délais, la date de reprise des délais du 24 juin au 24 mai. Voilà. Avec l'ordonnance du 15 avril, on a gagné un mois. Voilà pour ce panorama des textes de référence. Un schéma à présent que vous avez sous les yeux. Alors, schéma maison, hein, je suis navré pour tous les praticiens essaient d'y aller de leur propre schéma. Voici le nôtre au cabinet. 3 dates de période. Pour le moment, hein, 3 dates de période. 3 dates. La première, celle du 12 mars 2020, quelques jours avant le grand confinement. 12 mars 2020, les textes nous disent qu'au 12 mars 2020, on entre dans ce qu'on appelle, dans ce que le gouvernement appelle, et je vous propose de reprendre cette formule, qui est devenue en quelque sorte la formule consacrée. Le 12 mars, on entre dans ce qu'on appelle la période juridiquement protégée. Les délais, le moratoire des délais commence le 12 mars. Le 12 mars au matin, le 12 mars à minuit 001 si vous préférez. Et à partir du 12 mars, commencent 2 types de périodes. Il y a la période juridiquement protégée générale, qui était celle et qui est toujours celle de l'ordonnance du 25 mars, et qui concerne tous les délais. Et puis, vous avez une période un peu plus courte, la période juridiquement protégée spéciale urbanisme, qui, elle, se termine un mois plus tôt, le 23 mai à minuit, qui, elle, en fait, se termine à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 23 mai à minuit. Je pourrais passer l'après-midi à débattre tout seul de la question de savoir si la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est le 23 mai à minuit, le 24 mai à minuit. Pour des raisons qui me seraient trop longues à vous exposer, on va retenir le 23 mai à minuit, mais sachez que c'est une question encore débattue. 23 mai à minuit, c'est la fin de ce que j'appellerais la PJP URBA, la période juridiquement protégée urbanisme. Donc attention, à partir du 23 mai à minuit, les délais sont susceptibles soit de courir, soit de reprendre. Au 23 mai à minuit, concernant l'urbanisme en tout cas. Et puis, pour les délais qui échapperaient, on va le voir, à la PJP urbanisme, eh ben, eux, on se rattrapera sur la période juridiquement protégée générale, qui, elle, se termine un mois après la fin présumée de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 23 juin à minuit. Alors, je vous ai dit que le 23 mai était encore sujet à discussion. D'abord, il me faut absolument vous rappeler qu'il ne s'agit que d'une date provisoire. Hein. Il est tout à fait possible que le législateur décide de proroger en fonction de l'état de l'état sanitaire du pays et des conditions dans lesquelles le Covid-19
continue à sévir sur le territoire. Il est possible que cette loi soit prorogée, allongée, mais tout aussi probable, et même peut-être encore plus probable, enfin bien qu'il soit très difficile de spéculer sur le sujet, il est possible aussi que cette date du 23 mai à minuit soit avancée. Alors, si elle l'est, elle le sera par décret. C'est-à-dire que la loi peut étendre la période et un décret peut la raccourcir. À l'heure où on se parle, bon, pour l'instant c'est le 23 mai, mais ça peut changer. J'ajoute que quand bien même l'état d'urgence sanitaire ne serait pas repoussé ou avancé, le 23 mai à minuit, juridiquement, reste discuté. Voilà. Donc, on retient le 23 mai à minuit, mais certains pensent encore qu'il s'agirait plutôt du 24 à minuit, la fin de l'état d'urgence sanitaire. Voilà pour cette présentation, voilà pour ce schéma. Je vous propose de passer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'enfoncer une porte ouverte, hein, mais je tiens à ce qu'ensemble, on se rappelle des précautions d'usage. Le droit d'exception dont on va parler là, il est exceptionnel, hein, comme le nom l'indique. D'abord, il est changeant, très changeant, il change tout le temps. Il n'est pas simple. Vous en conviendrez tous, moi le premier, hein, c'est un droit qui n'est pas simple à manipuler. Il oblige à systématiquement pas mal de contorsions cérébrales pour être mis en application. Donc il n'est pas simple. Il est assez inédit, je l'ai écrit, je l'assume, même si effectivement des législations d'exception avaient été prises par le passé, quand le pays a traversé des crises. On pense à la Première Guerre mondiale, on pense aux événements en Algérie, on pense à mai 68, mais l'époque aujourd'hui est différente et je dirais que le droit, notamment procédural, est beaucoup plus complexe. Donc forcément, une crise comme celle-là, dans un système normatif procédural aussi complexe que le nôtre, ça engendre encore davantage de complexité. Tout ça pour vous dire que ce droit-là est déjà l'objet d'inévitables divergences d'interprétation. Alors vous allez me dire, les juristes en ce moment sont moins mobilisés que les médecins, ils n'ont donc que ça à faire de se faire des nœuds au cerveau sur l'application des textes. Il n'empêche que c'est difficile à interpréter et qu'on voit déjà apparaître beaucoup de divergences sur la manière dont il faut lire et mettre en pratique ces textes. On le verra tout à l'heure, hein, en matière d'urbanisme, il y a parfois plusieurs lectures possibles des textes. Donc prudence. Prudence, tout ça pour vous dire un seul mot. Prudence à tous, les praticiens, ceux qui ont à appliquer des délais. Moi, j'ai qu'un commandement à retenir. On retient le délai quand il y a un doute, quand on a une incertitude sur le point de départ d'un délai, sur le terme d'un délai, sur la manière dont il faut le calculer, on prend la lecture qui nous arrange le moins. Voilà. Si je peux prendre un exemple, on parlera tout à l'heure du délai dont dispose l'administration, du délai dont dispose le demandeur d'un permis de construire pour fournir à l'administration les pièces qu'elle lui a demandées. Voilà, quand vous déposez une demande de PC, l'administration peut vous demander des pièces. Vous avez 3 mois pour lui fournir ces pièces. Eh bien, ce délai-là, on ne sait pas très bien. En tout cas, on n'a pas de certitude sur le sujet. On ne sait pas très bien comment l'appliquer en période de confinement. Alors, il y a 2 lectures possibles, il y en a même peut-être 3. Moi, je dirais que si je suis l'administration, je ne prends pas de risque. Je prends le délai le plus favorable à l'administré. Ça signifie que si j'estime que des pièces arrivent trop tard, mais qu'il est possible quand même, par une certaine interprétation, qu'elles soient jugées données en temps utile, eh bien, je les accepte. Du côté de l'administré, en revanche, la prudence, ça consiste à, dès le 24 mai, dès la fin de l'état d'urgence sanitaire, à ne pas trop compter sur une prorogation et sur une manière d'appliquer la prorogation qui m'arrangerait, mais à plutôt jouer la prudence. Et donc, dès le 24 mai, à me précipiter en mairie pour les fournir les pièces complémentaires si les conditions sanitaires et matérielles le permettent. Voilà pour cette précaution. Je vous propose à présent d'entrer dans le cœur du sujet, hein, avec le dépôt, l'instruction et la délivrance des autorisations. Alors, pardonnez-moi si j'enfonce à nouveau une porte grande ouverte, mais je le dis parce que je crois que la question s'est posée à certains. Tout ce dont on va parler aujourd'hui, le moratoire sur les délais, ce n'est pas un moratoire sur l'activité administrative et sur la poursuite des procédures. Hein. Ce qui est neutralisé, à mon sens en tout cas, ce qui est neutralisé, c'est simplement des délais. Il reste donc possible
non seulement à l'administration de continuer, autant que les conditions lui permettent, son travail, notamment d'instruction, mais en tout cas, il n'est pas impossible à une administration qui le souhaite de produire des courriers, de produire des actes et de continuer à instruire ces dossiers. Je le dis parce que je sais, pour avoir passé quelques coups de fil, et pour m'en être rendu compte ces dernières semaines, je sais qu'il y a des services urbains, qui n'ont absolument pas stoppé leur activité et qui continuent, pas dans des conditions normales, évidemment, c'est très compliqué. Leur travail d'instruction est matériellement rendu très compliqué, mais qui continuent ce travail, en quelque sorte en temps masqué. Et du côté de l'administré, c'est pareil. Les demandeurs, les pétitionnaires, pour les pétitionnaires, il n'est pas interdit, il n'est pas défendu, le droit n'interdit pas de déposer des demandes, d'envoyer des courriers. Alors, bien sûr, c'est pas facile. C'est bien quand on songe d'ailleurs que l'obligation de dématérialisation de l'instruction et de la délivrance des autorisations d'urbanisme ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2022. C'est vrai que c'est un peu rageant de se dire qu'à 2 ans près, les choses auraient peut-être été plus simples. En tout cas, d'expérience, je sais que l'acte le plus banal en période de confinement, comme le dépôt en mairie d'un dossier ou ne serait-ce que l'envoi d'une lettre recommandée, d'un pli recommandé avec avis de réception, ça peut se transformer en parcours du combattant, voire même se terminer avec une amende de 135 € si vous n'avez pas coché la bonne case. Je ferme la parenthèse. En tout cas, ce qui me paraît important de retenir, c'est que ce dont on va parler là, c'est d'une neutralisation des délais. Là, en fait, ça empêche, tout ce dont on va parler dans un instant, ça empêche d'avoir des décisions tacites produites pendant la période juridiquement protégée. Alors, s'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, on va appliquer le nouvel article 12 ter de l'ordonnance, tel qu'il est, alors c'est de l'ordonnance numéro 2020-306, tel qu'il a été écrit par l'ordonnance du 15 avril, c'est-à-dire la numéro 2020-407. Voilà le texte, vous l'avez sous les yeux. Voilà celui qu'on va appliquer aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Alors, comment ça fonctionne ? Pour essayer de dire les choses simplement, vous avez un nouveau mécanisme de suspension-report du délai d'instruction. Alors, suspension, je rappelle brièvement ce que ça signifie. La suspension, ça veut dire qu'on met le délai sur pause. Ce qu'il a commencé à courir, il a commencé à courir, et on calculera le reste qui lui reste à courir après le terme. Le report, là, on appuie sur stop. C'est-à-dire que le report, ça signifie simplement que le délai ne part pas. Il n'est jamais parti, il partira à l'échéance. Alors, quelle échéance ? Eh bien, s'agissant des délais d'instruction, des demandes d'autorisation d'urbanisme et des certificats d'urbanisme, eh bien, cette échéance est fixée donc à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le 23 mai à minuit, ce qui signifie que les délais reprendront ou partiront le 24 mai à 0 heure. Alors, quand on parle du mécanisme de l'article 12 ter, suspension report au 24 mai, de quel délai parle-t-on ? Alors, le texte nous parle des délais d'instruction, d'abord des certificats d'urbanisme. Vous le savez, les certificats d'urbanisme, il y en a 2 sortes, ce qu'on appelle le CU A, c'est-à-dire le CU neutre, celui qui ne fait que renseigner sur les règles applicables au terrain, et puis le CU B, le CU opérationnel, celui qui, en plus, vous indique si votre opération, que vous avez décrite dans les grandes lignes, si votre opération est faisable ou pas. Alors, pour ces 2 types de CU, vous avez un délai d'instruction qui est de 1 mois pour le CU neutre, 2 mois pour le CU opérationnel. Eh bien, ce délai d'instruction est suspendu ou reporté au 24 mai. Ce mécanisme, il concerne aussi les permis, tous les permis. Permis d'aménager, par exemple, permis d'aménager un lotissement, les déclarations préalables de travaux, par exemple, les déclarations préalables de travaux accompagnant un changement de destination d'un bâtiment. Ça concerne aussi les déclarations préalables de division foncière. Ça concerne encore les permis de construire, y compris les permis de construire valant division, PCVD, et ça concerne le permis de démolir. Toutes ces autorisations-là, le CU n'est pas une autorisation, mais tous ces actes administratifs,
tous ces actes d'urbanisme-là, sont concernés par le mécanisme de l'article 12 ter. Ça concerne aussi, je souligne la phrase, ça concerne aussi, dans le cadre de cette instruction, tous les avis et les accords que celui qui va délivrer le permis est obligé de recueillir. Par exemple, on sait que dans le périmètre d'un monument historique, on est obligé de saisir l'architecte des bâtiments de France et ce dernier a 2 mois pour répondre à une demande de permis de construire. Son délai de 2 mois pour répondre, c'est-à-dire pour donner son accord ou son avis favorable ou défavorable, son délai de 2 mois, il est, tout comme le délai d'instruction de l'autorisation dans son entier, il est suspendu ou reporté. Ça concerne encore ce mécanisme de l'article 12 ter, mais là c'est une, c'est une interprétation constructive de ma part. Donc à partir de ce moment-là, on entre dans la spéculation et on entre dans les interprétations à prendre avec une certaine distance. Mais selon moi, ce délai de l'article 12, ce mécanisme de l'article 12 ter, il concerne aussi les délais d'instruction de toutes les demandes d'autorisation, toutes les déclinaisons des permis qu'on peut avoir besoin de solliciter pendant la vie de l'autorisation. Je pense par exemple à une autorisation modificative, le permis modificatif, la demande de transfert de permis, la demande de prorogation. Tout ça, à mon avis, c'est couvert par l'article 12 ter et c'est reprise des délais le 24 mai. En revanche, il y a certains délais d'instruction qui ne sont pas concernés par l'article 12 ter. On pense par exemple à l'agrément bureau en Île-de-France qui ne fait pas partie du livre 4 du Code de l'urbanisme et qui par conséquent, normalement, ne devrait pas profiter de l'article 12 ter, mais on y viendra tout à l'heure, qui reste soumis à ce qu'on appelle l'article 7, c'est-à-dire avec une reprise des délais le 24 juin. Voilà pour ces précisions sur les délais concernés. Alors maintenant, on va prendre des cas un petit peu plus pratiques. Et on va commencer par distinguer, je crois que c'est important de faire cette distinction, les dossiers complets et les dossiers qui ne sont pas complets. Pour les dossiers complets, il me semble que les choses sont assez claires. On applique l'article 12 ter sans trop d'hésitation. Alors, qu'est-ce qu'un dossier complet? Alors d'abord, je rappelle que les délais d'instruction, ils partent quand le dossier de demande est complet. Si vous demandez un permis de construire, le délai d'instruction de votre permis ne va partir que quand le dossier est complet. Je rappelle qu'à la fin du délai, le délai d'instruction, il sert à une seule chose, hein. Il sert à garantir au demandeur que l'administration ne passera pas trop de temps à instruire sa demande et qu'à un moment, il aura une décision. En l'occurrence, tacite, c'est-à-dire qu'à l'expiration du délai, si l'administration ne vous a pas envoyé de décision, eh bien vous avez, selon le cas, soit un permis tacite, soit un refus de permis tacite. Oui, il y a des cas dans lesquels l'expiration du délai vaut refus. Ils sont relativement rares, mais enfin, ils sont quand même à signaler. Alors, ces délais d'instruction, ils sont variables. Hein. Et de façon très schématique, le délai d'instruction d'une déclaration préalable, c'est 1 mois. Le délai d'instruction d'un permis de construire pour une maison individuelle, c'est 2 mois. Et le délai d'instruction d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager, c'est-à-dire tous les autres, c'est 3 mois. Ces délais peuvent être majorés. Je pense par exemple à si votre projet porte sur un établissement recevant du public, un ERP, eh bien vous savez que votre délai va passer de 3 à 5 mois. Je ne vous parle pas des prolongations exceptionnelles, sinon on passerait encore une fois l'après-midi. Voilà pour ce panorama et ce bref rappel des délais. Donc les délais, ils partent quand le dossier est complet. Alors le dossier, il est complet si, dans 3 cas de figure. Le dossier, il est complet si, premièrement, 1 mois après avoir déposé votre dossier, vous n'avez pas reçu de demande de pièces complémentaires de l'administration. Là, votre dossier est considéré comme étant complet, votre délai d'instruction part. Si vous avez reçu une demande de pièces complémentaires dans le délai et que vous avez fourni les pièces demandées, c'est pareil, le délai d'instruction, il part. Votre dossier est complet. Alors le troisième cas de figure est un peu plus sioux, il est d'ailleurs beaucoup plus incertain et délicat à revendiquer, mais enfin il existe. Sachez que si l'administration vous demande des pièces dans le délai d'1 mois, mais que ces pièces ne sont pas exigibles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie de la liste de celles que le code autorise à demander, eh bien, le droit positif, en tout cas le code de l'urbanisme, considère que le délai d'instruction part aussi. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà ce qu'est un dossier complet. Alors pour les dossiers complets, eh bien, pour les dossiers complets,
il faut distinguer deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le dossier était complet avant le 11 mars à minuit. Alors, si le dossier était complet avant le 11 mars à minuit, eh bien, le délai d'instruction, on l'a vu, article 12 ter, il est suspendu. Il est suspendu depuis le 12 mars. Et il reprendra sa course le 24 mai à 0 heure. Alors, on peut prendre un exemple, l'exemple que vous avez sous les yeux. Voilà, vous avez une demande de PC complète le 13 novembre 2019 avec un délai du coup qui devait expirer le 13 mars 2020. Eh bien, le délai a été suspendu à compter du 12 mars matin. Il reprendra sa course le 24 mai matin pour expirer le 25. Voilà. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième hypothèse, vous avez un délai d'instruction qui est parti pendant la période juridiquement protégée, c'est-à-dire après le 12 mars, entre le 12 mars et le 23 mai minuit. Dans ce cas de figure-là, votre délai, le délai d'instruction, il n'est pas suspendu, il n'est jamais parti. En tout cas, pour l'instant, il ne part pas. Il ne partira que le 24 mai à 0 heure pour expirer, eh bien, à l'expiration du délai normal d'instruction. On a pris un exemple là, une simple déclaration préalable assortie d'un délai d'instruction d'1 mois. Eh bien, si elle a été déposée pendant le confinement, ce qui peut arriver, eh bien, et qu'elle était complète, ou bien alors si un administré vous a déposé des pièces pour compléter son dossier pendant la période juridiquement protégée, eh bien, il faudra bien lui indiquer que son délai d'instruction ne part pas, mais qu'il ne partira que le 24 mai pour expirer le 24 juin suivant. Voilà pour ces deux hypothèses. On a essayé de donner des exemples pour que les choses soient un peu plus parlantes. Alors évidemment, ces exemples et la computation des délais qu'on vous propose, elle est toujours sujette à discussion. Quelques exemples qu'on vous donne au sein du cabinet ont fait l'objet déjà de pas mal de discussions. Voilà. Alors, on a vu les dossiers complets. Bon, pour les dossiers complets, les choses sont assez nettes. On applique l'article 12 ter, suspension, report des délais au 24 mai. Alors, s'agissant des dossiers incomplets, c'est un petit peu plus... S'agissant des délais incomplets, c'est un petit peu plus délicat. De quel délai parle-t-on pour les dossiers incomplets? Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, on l'a vu tout à l'heure, le délai d'instruction, il ne part pas. Donc, a priori, mais il y a quand même d'autres délais qui s'appliquent dans ce cas-là. Vous avez d'abord le délai de 1 mois dont dispose l'administration, j'en ai parlé, pour vous demander les pièces complémentaires. Vous déposez un permis de construire le 1er janvier, l'administration a jusqu'au 1er février pour vous demander les pièces qui manquent à votre dossier. Et si vous ne le faites pas, eh ben, le délai d'instruction ne part pas, tout simplement. Si l'administration le fait et que vous recevez cette demande de pièces complémentaires, vous avez, à nouveau, il y a un nouveau délai qui s'applique, c'est le délai de 3 mois. Vous avez administré, pétitionnaire, demandeur du permis, vous avez 3 mois pour donner ces pièces. Voilà donc deux délais dont, très franchement, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien s'ils vont repartir le 24 mai, s'ils vont partir le 24 juin, parce qu'en réalité, il y a 3 possibilités pour ces délais. Soit on leur applique l'article 12 ter, dont on a parlé tout à l'heure. Bon. C'est vrai que l'article 12 ter, il vise les délais d'instruction prévus au livre 4 du Code de l'urbanisme. C'est vrai que, comment dire, ce serait une bonne solution d'appliquer l'article 12 ter. Je sais les praticiens échangent pas mal sur le sujet en ce moment. Ce serait une bonne solution d'appliquer l'article 12 ter. Ça aurait le mérite d'abord de la cohérence et de la simplicité. Et Dieu sait si la cohérence et la simplicité, en cette période de crise sanitaire, on en a besoin. Ce serait d'ailleurs probablement conforme à l'esprit et à l'économie générale du dispositif. Je rappelle notamment que l'ordonnance du 15 avril, le but, c'est d'éviter que les projets immobiliers ne prennent trop de retard. Donc, partant de là, on pourrait tout simplement dire, et ce serait à la limite la solution,
pas au plan juridique, mais ce serait la meilleure solution pratique que de considérer que par délai d'instruction prévu au livre 4, eh bien, l'ordonnance veut dire tous les délais relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation. Ce serait beaucoup plus simple. Mais, comme vous le savez, le droit est retors et il faut souvent s'attacher aux détails et à la lettre des textes. Et eh bien, après pas mal de réflexions, nous, on serait, en tout cas au cabinet, on est plutôt d'avis que cet article 12 ter n'est pas rédigé de manière suffisamment précise pour qu'on y applique le délai d'1 mois et le délai de 3 mois pour les dossiers incomplets. Nous, on a plutôt tendance à leur appliquer l'article 7. Pourquoi l'article 7? Parce que d'abord, l'article 7 vise les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier, ce qui n'est pas le cas de l'article 12 ter. Et s'agissant du délai de 3 mois imparti aux demandeurs pour produire les pièces complémentaires, eh bien, il se trouve qu'à l'issue de ce délai, il y a un rejet tacite, donc il y a bien une décision qui naît. Et très franchement, aller appliquer un délai raccourci de l'article 12 ter à un délai qui, pour le coup, est difficile à qualifier de délai d'instruction. C'est plus les délais d'instruction, me semble-t-il, ce sont les délais impartis à l'administration pour instruire. Là, on parle d'un délai imparti au pétitionnaire pour aller chercher les pièces, parfois avec une certaine difficulté, hein, parce que parfois la liste des pièces à fournir est longue. Là, il s'agit d'un délai imparti au demandeur pour aller chercher les pièces afin d'éviter un rejet tacite de sa demande. Donc, bon, si on doit trancher, on serait plutôt d'avis d'appliquer l'article 7 à ces deux catégories de délais. On aurait aussi pu songer à l'article 2, le fameux article général, la clause générale de l'ordonnance qui permet à toute personne subissant une sorte de délai de le voir prorogé jusqu'au 24 août. Mais encore une fois, si on s'attache à la lettre des textes, on est moins à l'aise pour l'appliquer. Voilà. Il faut bien trancher pour le moment et sous réserve de ce qu'en dira l'administration dans des circulaires et surtout de ce que nous en dira le juge administratif. Nous, on penche plutôt pour l'article 7, mais encore une fois, j'en reviens au précepte, au premier commandement qui figurait sur la deuxième diapo, prudence. Prudence, ça veut dire que moi, si je suis l'administration, j'aurais plutôt tendance à appliquer le délai qui favorable à mon administré, c'est-à-dire à lui permettre de produire ses pièces, même au-delà du 24 mai, si je considère que son délai a expiré. En revanche, si je suis demandeur, je ne courrai pas le risque de jouer sur l'article 7. De façon disciplinée et prudente, je me fixerai le 24 mai comme la date de reprise de mon délai. Voilà. Voilà pour je ferme ce chapitre sur les dossiers incomplets. Je vous propose à présent de quitter le chapitre des autorisations d'urbanisme en gestation et de nous intéresser aux autorisations d'urbanisme qui existent ou qui sont nées ou qui vont naître pendant la période juridiquement protégée. Alors, le délai de validité d'abord. On en parle parce qu'au cabinet, on a eu des questions sur ce sujet. Alors, c'est vrai que les questions sont peut-être moins récurrentes, tout simplement parce que le délai de validité des autorisations, il est plus long que le délai d'instruction des demandes. Mais enfin, on sait que 3 ou 5 ans, on va y venir. Hein, je rappelle brièvement hein, que les déclarations préalables et les permis sont valables 3 ans. 3 ans prorogeables 2 fois 1 an. Que je rappelle aussi que le délai de validité, ça implique non pas d'avoir terminé les travaux, mais de les avoir sérieusement démarrés avant l'expiration du délai. Et ça implique aussi, passer le délai, de ne plus les interrompre pendant plus d'1 an, c'est-à-dire de ne plus les interrompre pendant plus de 12 mois consécutifs. Le délai de validité, il est très important parce qu'il implique aussi de pouvoir continuer à faire modifier son permis, à en obtenir le transfert ou encore à le proroger. Je rappelle qu'une fois que le délai de validité d'un permis a expiré, ou que qu'une décision de non-opposition à DP a expiré, il faut tout recommencer. Quand bien même il ne resterait pas grand-chose à faire, il faut tout recommencer, il faut un nouveau permis. Alors, généralement, donc, il est de 3 ans, prorogeable 2 fois 1 an, ce qui nous porte potentiellement le délai à 5 ans. Vous allez me dire, ça laisse le temps de voir venir. Oui, mais on sait aussi que la vie d'un chantier, c'est pas un long fleuve tranquille et que nos chantiers sont sujets à de nombreuses interruptions, à de nombreux incidents. En bref,
on sait déjà qu'il y a beaucoup de chantiers qui avaient prévu de soit démarrer sérieusement, soit de reprendre sérieusement au printemps 2020. Et il se trouve que, en raison de la crise sanitaire, très peu de chantiers peuvent fonctionner ou refonctionner normalement. Va donc se poser la question de la validité des autorisations. Alors, l'ordonnance du 15 avril n'a rien prévu sur la validité des autorisations. On retombe donc sur l'ordonnance générale, celle du 25 mars. On peut se poser la question de savoir quel article on applique au délai de validité des autorisations. Si on doit trancher, je penche personnellement pour l'article 3, tout simplement parce que c'est marqué dedans. En tout cas, l'article 3 nous dit les mesures administratives suivantes sont prorogées. Et parmi ces mesures administratives, le texte vise, on l'a raccourci sur la diapositive, mais ce texte vise les autorisations, les permis et les agréments. Alors, bon, partant de là, il me paraît quand même difficile de considérer que ce texte ne s'applique pas aux permis de construire et aux décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui sont quand même des autorisations. Voilà. Mais l'hésitation est permise, ce n'est pas définitivement tranché. Il me semble quand même que c'est l'article 3 qui s'applique, ce qui veut dire, si on applique l'article 3, ce qui veut dire que tout permis dont la date d'expiration arrivait pendant la période juridiquement protégée, la période générale cette fois, c'est-à-dire celle qui s'étend du 12 mars au 23 juin minuit. Eh bien, cette autorisation, ce permis, cette décision de non-opposition à déclaration préalable, en quelque sorte, elle est, de façon un peu fictive, elle est prorogée jusqu'au 23 mai minuit. Voilà. Donc un permis qui, de mon point de vue, expirait le 5 mai 2020, on a pris l'exemple, serait, selon toute vraisemblance, valable jusqu'au 23 août 2020 à minuit. Deux warnings, si vous me passez l'expression, sur ce sujet. Le premier, il figure sur la diapositive. C'est un peu curieux, c'est un paradoxe, mais il faut faire attention au délai qui enjambe la période juridiquement protégée ici, parce que ce qui intéresse l'article 3, c'est la date à laquelle expire le délai, pas la date à laquelle il démarre. Et donc vous avez, paradoxalement, si votre permis arrivait à expiration après la période juridiquement protégée, c'est-à-dire après le 23 juin minuit, celui-là, il y a tout lieu de penser qu'il ne sera pas prorogé du tout. Et ce qui fait qu'en fait, un permis qui arrivait à péremption au mois de mars, lui, aura des chances de pouvoir être exécuté jusque fin août. En revanche, un permis qui arrivait à péremption en juin, c'est-à-dire 3 mois plus tard, lui, il devra, il subira le régime général, le droit commun, et normalement, il devra voir son délai d'exécution expirer le 25 juin. Deuxième point d'attention qui ne figure pas sur la diapositive, mais je l'ai dit tout à l'heure, un délai de validité, il n'est pas très facile à manœuvrer. Ce n'est pas comme un délai imparti pour déposer une demande ou pour déposer des pièces. Éviter la péremption d'un permis, ça signifie commencer sérieusement les travaux ou les reprendre de façon tout aussi significative. Je parle de significative, il faut vraiment avoir de vrais travaux à la hauteur de l'autorisation qui a été délivrée. Ce qui signifie que, en clair, il est inutile de s'agiter sur un chantier, à mon sens, de s'agiter sur un chantier le 23 août au matin. À mon avis, ça ne suffira pas à sauver l'autorisation de la caducité, de la péremption. Voilà pour les délais de validité des permis et des déclarations préalables. Un mot à présent de la validité des certificats d'urbanisme. Alors là, ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'un délai d'exécution de travaux, mais enfin, il faut quand même rappeler que les certificats d'urbanisme ont en quelque sorte une sorte de délai de validité. Il m'a paru opportun d'en dire quelques mots parce qu'on a eu le cas au cabinet. Alors, pardon, encore une fois, de procéder à ces rappels scolaires, mais je rappelle que le certificat d'urbanisme, il sert à deux choses. D'abord, il apporte des renseignements sur les règles applicables au terrain. Et deuxièmement, c'est probablement son effet le plus intéressant d'ailleurs, il protège, le certificat d'urbanisme, il protège quiconque voudrait faire des travaux contre une éventuelle évolution défavorable des règles, et il les protège pendant un délai. Ce délai, il est de 18 mois. Il figure à l'article L410-1 du Code de l'urbanisme. L'article L410-1 qui vous dit que
quand vous êtes détenteur d'un CU, ou quand bien même vous n'en seriez pas détenteur, hein, quand un CU a été délivré sur un terrain, vous avez 18 mois pour présenter une demande d'autorisation d'urbanisme, et si vous le faites, eh bien, tout changement qui serait intervenu dans la règle d'urbanisme applicable au terrain et qui ne serait pas favorable au projet, elle n'est pas opposable. Typiquement, hein, si le PLU, le plan local d'urbanisme, est modifié après le moment où vous avez obtenu votre CU, eh bien, cette évolution, cette modification qui ne vous arrangerait pas, n'est pas opposable si vous faites votre demande de permis de construire pendant 18 mois. Mais, je le rappelle, hein, le certificat d'urbanisme, il n'autorise rien. En tout cas, ce n'est pas une autorisation de travaux. Néanmoins, lui est attaché ce délai de 18 mois. Donc, il faut qu'on se pose la question au regard de la situation actuelle et de la crise sanitaire. Parce qu'il faut raparier que beaucoup de certificats d'urbanisme devaient expirer au printemps 2020 et que beaucoup de candidats à la construction envisageaient de déposer leur dossier au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin, voire même après. Alors, à ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh bien, premièrement, si vous aviez prévu de déposer, et si vous en avez la possibilité, essayez de déposer votre dossier de demande. Si votre architecte est prêt, si le dossier de demande de permis est prêt, si vous avez contacté le service urbanisme et qu'il fonctionne de façon certes restreinte, mais qu'il peut en tout cas accueillir votre demande de permis, et dans le pire des cas, passer à la poste, envoyer un huissier ou que sais-je. En tout cas, si vous en avez la possibilité, déposez votre dossier de demande. Si vous n'en avez pas la possibilité, eh bien, probablement, on pourra revendiquer l'article 2 de l'ordonnance. L'article 2, qui est cette espèce de clause générale qui vise un peu toutes sortes de délais et d'échéances et qui me paraît, en tout cas à la lettre, pouvoir, sans trop de difficultés, s'appliquer au certificat d'urbanisme. Hein. L'article 2, il vous dit tout acte formalité, ça ressemble quand même beaucoup au dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, tout acte ou formalité qui prescrit par la loi, donc là, le L410-1, à peine de, alors là, c'est pas facile de trouver à peine de quoi. Moi, je dirais à peine de caducité du CU, à peine de déchéance d'un droit, ou bon, en tout cas qui aurait dû être appliqué pendant la période juridiquement protégée. Eh bien, ce délai est prorogé au 23 août à minuit. Voilà. Donc on va prendre le cas d'un certificat d'urbanisme. On a donné l'exemple hein, qui aurait été délivré le 15 novembre 2018. On avait jusqu'au 15 mai 2020 pour profiter des règles ainsi figées par le certificat. Eh bien, me semble-t-il, on pourra espérer en profiter, même si on a déposé la demande de permis après, pourvu qu'on l'ait fait avant le 23 août à minuit. Voilà. Je passe sur les délais de validité hein, avant d'aborder un autre sujet de la vie des autorisations d'urbanisme, c'est l'achèvement et la conformité, et notamment les formalités d'achèvement et de conformité. Alors, ces délais-là sont désormais gouvernés par l'article 12 ter, le nouvel article 12 ter issu de l'ordonnance du 15 avril, le même que celui qu'on a vu tout à l'heure sur l'instruction des demandes. Donc le mécanisme est le même, hein, reprise au départ des délais le 24 mai. Vous voyez, sur ce texte, on voit bien que les procédures de récolement sont concernées. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse hein, quand même sur l'achèvement et la conformité. Je rappelle qu'à l'achèvement des travaux, on dépose ce qu'on appelle une DAACT, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Et quand on a déposé la DAACT en mairie, à compter de la réception de la DAACT, l'administration elle dispose d'un délai, encore une fois, d'un délai pour faire ce qu'on appelle, ce qui est écrit dans le texte là, ce qu'on appelle le récolement. L'opération de récolement, ça consiste à contrôler administrativement la conformité des travaux à l'autorisation qui a été délivrée. Donc l'administration a un délai pour procéder au récolement, et pas simplement procéder au récolement, hein, c'est-à-dire pas simplement vérifier, mais pour, le cas échéant, contester la conformité de ces travaux en mettant en demeure le titulaire de l'autorisation de régulariser si ce n'est pas conforme. Alors régulariser comment? Soit par un permis modificatif, soit en mettant
ces travaux et ces ouvrages en conformité avec l'autorisation initiale. L'administration, pour faire ça, pour faire ce récolement et cette contestation éventuelle, elle a un délai. Alors, ce délai, il est de 3 mois dans les cas où le récolement est facultatif, oui, puisqu'il y a des cas dans lesquels l'administration n'est pas tenue d'aller voir sur place si les travaux sont conformes. Et puis, ce délai, il est de 5 mois, il passe à 5 mois, si on est dans ce qu'on appelle un cas de récolement obligatoire. Alors, le récolement obligatoire, c'est par exemple si vous avez un établissement recevant du public à l'intérieur de votre projet, si vous êtes dans ce qu'on appelle un site patrimonial remarquable, par exemple les ex-zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, etc. Ou si encore, récolement obligatoire si vous êtes couvert par un plan de prévention des risques, je pense par exemple à un plan de prévention des risques d'inondation. Voilà, récolement facultatif 3 mois, récolement obligatoire 5 mois. Mais enfin, c'est un délai imparti à l'administration pour agir. Et bien, ce délai, il est, comme le délai d'instruction, il est suspendu ou, le cas échéant, reporté au 24 mai, minuit. Alors, voilà une première hypothèse, on recommence, on déroule les exemples. Voici une première hypothèse. DACT déposé avant le 11 mars minuit. Eh bien, le délai est suspendu, c'est-à-dire que le délai de 3 ou 5 mois est mis sur pause. On regardera combien s'est écoulé jusqu'au 12 mars et on ajoutera le reste à courir après le 24 mai minuit. Voilà. Donc là, ça donne pour une DACT déposée le 15 décembre avec un délai de récolement de 3 mois, eh bien, ça nous donne une expiration du délai le 27 mai. J'ajoute, s'agissant de la DACT quand même, parce que c'est exactement comme le délai de validité. Le délai de récolement et le délai pour contester la conformité, ça signifie qu'à l'expiration du délai, non seulement il faut avoir récollé, donc ça prend un peu de temps, mais en plus, il faut avoir fait parvenir à l'administré le fameux courrier, la fameuse décision contestant la conformité et lui expliquant ce qu'il faut faire pour y remédier. Ce qui fait que pour les DACT déposés bien avant le 12 mars, exactement comme dans notre cas là, ça risque d'être délicat pour l'administration de réagir en quelques jours. Il va falloir, à partir du 24 mai, là, il y aura effectivement quelques dossiers qui risquent de présenter un certain caractère d'urgence. D'autant que j'ajoute qu'en principe, l'administration, quand elle récolle, doit avertir le propriétaire, enfin celui qui a fait des travaux. Voilà, tout ça pour dire que le 24 mai devrait être bien anticipé, pour tout le monde d'ailleurs. C'est pas le 24 mai, à mon avis, qu'il va falloir que nous, les uns et les autres, on rouvre les dossiers pour se demander dans quel état il se trouve. Deuxième hypothèse, la DACT a été déposée pendant la période juridiquement protégée URBA, la PJP URBA, c'est-à-dire entre le 12 mars et le 24 mai. Et bien là, tout comme les délais d'instruction, le point de départ est reporté. Alors dans notre exemple, ça donne une DACT déposée en mairie le 15 mai, juste avant le confinement général. Eh bien l'administration a un délai, si on est, admettons qu'il y a un plan de prévention des risques, on est en récolement obligatoire, l'administration, elle a 5 mois pour se déplacer et contrôler la conformité des travaux, eh bien ce délai de 5 mois ne partira que le 24 mai. L'administration sera donc beaucoup plus libre et confortable pour procéder à son opération de récolement. Voilà pour l'achèvement et la conformité des travaux. Je vous propose à présent d'ouvrir le dernier chapitre, et non moins important chapitre, du retrait et des recours contre les autorisations. Plus largement, d'aborder un chapitre tout à fait décisif de la vie des autorisations, c'est le moment où elles acquièrent un caractère définitif. C'est un moment déterminant, je le disais en introduction, notamment dans la vie de nombreux contrats, qui, comme par exemple une promesse de vente d'un terrain à bâtir, c'est un moment déterminant parce que de nombreux contrats sont suspendus, vous le savez, au caractère définitif des autorisations d'urbanisme. Alors, je rappelle qu'une autorisation devient définitive, elle n'acquiert ce caractère définitif que quand ont expiré 2 séries de délais. Le délai de retrait,
Je rappelle que l'administration peut retirer une autorisation d'urbanisme quand elle est illégale. Et deuxième série de délais qui doivent avoir expiré, ce sont les délais de recours. Alors, les délais de recours, on parle traditionnellement du délai de recours des tiers et du délai de recours du préfet, qui est le déféré préfectoral. Alors, on va d'abord se concentrer sur le délai de retrait, sur le retrait des autorisations. Comment il est affecté par la crise sanitaire? Eh bien, alors, concernant le retrait, je rappelle que c'est l'article L424-5 du Code de l'urbanisme qui donne 3 mois à l'administration pour retirer une autorisation illégale. Ça arrive. L'administration s'aperçoit que l'autorisation qu'elle a délivrée, que ce soit une autorisation formelle, une autorisation explicite par arrêté ou une autorisation tacite, enfin, l'administration s'aperçoit qu'il y a une illégalité, elle souhaite le retirer, elle a 3 mois pour le faire. Alors, je précise que ce délai de 3 mois, il court à compter de la naissance de l'autorisation, c'est-à-dire de la date à laquelle soit le permis tacite est né, soit l'arrêté de permis a été signé. Voilà, il part à compter de ce jour. Et l'expiration de 3 mois, ça signifie que l'administration doit avoir, avant l'expiration du délai de 3 mois, l'administration doit avoir déclenché ce qu'on appelle la procédure contradictoire, parce qu'on ne retire pas une autorisation d'urbanisme comme ça. Il faut d'abord en avertir le titulaire, lui proposer, lui expliquer pourquoi on envisage de retirer le permis, et puis l'inviter à faire ses observations écrites et le cas échéant orales. Et puis 3 mois pour ensuite, et tout ça dans le délai de 3 mois, pour notifier la décision, c'est-à-dire faire parvenir l'arrêté de retrait au titulaire de l'autorisation. Voilà pourquoi l'administration a 3 mois pour le faire. Donc ce délai de 3 mois, comment est-il affecté par la crise sanitaire? Eh bien, alors il est évidemment affecté, puisque le travail de l'administration est considérablement ralenti et compliqué par la situation sanitaire actuelle. Le délai de retrait, nous semble qu'on lui applique l'article 7, l'article classique de suspension des délais de naissance des décisions administratives et avec un mécanisme de suspension-report au 24 juin. Voilà. C'est à notre sens l'article 7 qu'il faut lui appliquer. Alors ça donne quoi? Ça donne par exemple, première hypothèse, une autorisation obtenue avant le 11 mars à minuit. Eh bien le délai de retrait de 3 mois, il suspend sa course et il reprendra sa course le 24 juin à 0h. Par exemple, un permis accordé le 15 décembre 2019, eh bien, le délai de retrait de 3 mois expirait le 15 mars, eh bien, il reprendra le 24 juin pour expirer le 27. Alors attention, encore une fois, là, 3 jours pour retirer un permis, c'est pas suffisant. Il faut nécessairement que pendant la période juridiquement protégée ou même avant, on ait déclenché la procédure contradictoire et il ne faut pas tarder à faire partir l'arrêté de retrait parce que le 24 pour le 27, il n'est pas certain que les services de la Poste travaillent de manière aussi confortable et rapide qu'avant le confinement. Je rappelle que pour avoir moi-même fait partir pas mal de recommandés, que les délais de réception sont assez aléatoires et que peut-être ils le resteront aléatoires. En tout cas, dans les semaines qui suivront ce qu'on appelle le déconfinement. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, on parle là d'une autorisation obtenue pendant la période juridiquement protégée. Alors, je rappelle que pendant la période juridiquement protégée, il n'est pas possible d'obtenir des autorisations tacites, ça c'est clair, mais par contre, on peut très bien obtenir des autorisations explicites. Il n'est pas interdit de signer un arrêté de permis pendant la période juridiquement protégée, et en particulier après le déconfinement, dans la période qui séparera le déconfinement du 24 juin. Eh bien, pour ces autorisations-là, le délai de retrait n'en sera pas moins reporté. Voilà. Il sera reporté jusqu'au 24 juin. On a mis sur la diapositive un exemple finalement assez paradoxal d'un permis de construire qui serait obtenu. Il est possible d'obtenir un permis le 28 mai 2020. En revanche, il n'est pas possible en tout cas, le délai de retrait ne part pas le 28 mai 2020. Il devrait partir pratiquement un mois plus tard, le 24 juin. Ce qui fait, comme on l'indique, que si on s'est dépêché d'afficher le permis, eh bien, le délai de recours des tiers pourrait être purgé avant le délai de retrait, ce qui est relativement rare.
Voilà pour le retrait. Abordons maintenant un dernier chapitre très important, qui est la purge des délais de recours. Alors, je rappelle brièvement que parle bien des recours contre les autorisations, les recours contre le permis. On parle du recours des tiers, des associations, des autres personnes morales et même des particuliers. On parle du recours du préfet, c'est-à-dire de sa possibilité de déférer l'autorisation d'urbanisme au tribunal administratif. On parle aussi de tout type de recours. Ça concerne aussi les recours gracieux qui peuvent précéder un recours contentieux et qui ont pour effet de proroger le délai de recours. Alors, ces recours, alors les recours des tiers, vous le savez, ils partent à compter du premier jour d'un affichage continu de 2 mois sur le terrain du permis. Premier jour de l'affichage, le délai de recours des tiers part. Attention, on parle bien d'un affichage régulier sur le terrain, c'est-à-dire en tout point conforme à l'article R424-15 et A424-15 et suivant du code. Si l'affichage est régulier, le premier jour, le délai de recours des tiers part. Le délai de déféré du préfet, eh bien, il court, lui, à compter de la réception par le préfet du permis en préfecture. Voilà pour les délais traditionnels de recours. Alors, un dernier mot, le délai de recours, il est traditionnellement de 2 mois. Dans 99,5% des cas, il est de 2 mois. Je ne vais pas aujourd'hui vous embêter à revenir sur ce délai de 2 mois ou à vous parler des délais de distance dont bénéficient les personnes domiciliées à l'étranger ou en Outre-mer, ou encore une éventuelle prorogation du délai lié à un litige avec l'assureur ou à une demande d'aide juridictionnelle. Partons d'un délai de 2 mois, ce sera beaucoup plus simple. Alors, ce délai de recours, ce délai de déféré, on va lui appliquer le nouvel article 12 bis de l'ordonnance. Alors, en réalité, c'est l'ordonnance 2020-306, telle que modifiée par l'ordonnance 2020-427. Voilà. L'ordonnance, l'article 12 bis, il pose la chose suivante, il pose un mécanisme de report-suspension qui n'existait pas avant le 15 avril. Il pose un mécanisme de suspension-report du délai de recours. Ce qui fait que si le délai a commencé à courir avant le 12 mars, c'est pas perdu pour celui qui fait courir le délai de recours des tiers. Voilà. Avant le 15 avril, on vivait les délais de recours contre les autorisations d'urbanisme vivaient sous l'article 2 de l'ordonnance qui, lui, donne un délai forfaitaire de 2 mois jusqu'à fin août pour attaquer n'importe quel permis. Ça, c'est fini. On est revenu à quelque chose de plus équilibré encore une fois, pour les intérêts et les forces en présence. On a un mécanisme de suspension-report au 24 mai. Alors, un mot du champ d'application de l'article 12 bis, parce qu'on parle des délais applicables au recours. Il y a une question qui se posera inévitablement, celle de savoir si cet article 12 bis et son mécanisme de suspension-report s'appliquent au délai d'appel et de cassation, en particulier au délai dont dispose celui qui a perdu devant le tribunal administratif. Celui qui a attaqué un permis de construire devant le tribunal administratif et qui a perdu, s'il peut faire appel, ça arrive encore quand on n'est pas en zone tendue et que ce n'est pas pour de l'habitation, il y a encore une possibilité d'appel. La question se posera de savoir si le délai d'appel et le délai de cassation est concerné par l'article 12 bis. Impossible de vous donner une réponse à ce stade. Honnêtement, même au sein du cabinet, pourtant pas très très nombreux, même au sein du cabinet, on est incapable de se mettre d'accord. C'est pas évident. Dans un premier mouvement, j'étais tenté, moi, d'appliquer l'article 12 bis au délai d'appel et de cassation, en disant que ça suivait le régime des délais applicables au recours et au déféré, mais c'est pas évident, parce que tout simplement, parce que si on lit l'article 12 bis, il nous parle de délai applicable au recours à l'encontre d'un permis, et pas de délai de recours applicable à l'encontre d'une décision de justice. Donc c'est quand même compliqué d'avoir, en tout cas, d'avancer avec certitude l'application de l'article 12 bis. Donc encore une fois, prudence. Et si je devais faire appel contre un jugement, je prendrais le délai qui m'arrange le moins, c'est-à-dire le délai de l'article 12 bis. En revanche, si je devais me poser la question de savoir si la partie adverse peut encore faire appel, je ne prendrais pas de risque et j'appliquerais le forfait de l'article 2. Autrement dit, je
je fixerai le délai d'appel au 23 août minuit, voire même au 24 août, s'agissant d'un délai franc. Voilà, donc délai d'appel et de cassation, pas évident. Là, il faudra vraiment attendre le retour du juge. Mon point de vue, c'est prudence. Et plutôt, si on applique le texte à la lettre, plutôt écarter le 12 bis et plutôt appliquer l'article 2 de l'ordonnance, c'est-à-dire de considérer que l'appel est recevable jusqu'au 23 août minuit, jusqu'au 24 août minuit. Alors, quid, mais ça c'est plus certain, des délais de recours contre, cette fois, les décisions négatives, les décisions défavorables, les décisions de refus ou même de retrait des permis et des oppositions à déclaration préalable. Là, les choses sont nettes, il suffit de lire l'article 12 bis qu'on a sous les yeux pour s'apercevoir que cet article n'est pas applicable et que donc ces délais de recours resteront sous l'article 2 et donc que ces recours pourront être, pour autant qu'ils auraient dû expirer pendant la période juridiquement protégée générale, c'est-à-dire entre le 12 mars et le 24 juin, eh bien, ces délais de recours expireront le 24 août. Voilà. Du coup, si on en revient aux autorisations d'urbanisme et aux délais de recours, en tout cas les délais de recours de première instance contre les autorisations d'urbanisme, ça donne en première hypothèse, eh bien, prenons le délai de recours des tiers, si le permis a été affiché avant le 12 mars, le délai de recours des tiers est suspendu. Mais ce qui a couru jusqu'au 11 mars minuit n'est pas perdu. Typiquement, prenons un exemple, un PC régulièrement affiché le 12 janvier, eh bien, en principe, le délai de recours des tiers expirait le 13 mars à minuit. Ce délai est suspendu, il repartira le 24. Alors, j'attire votre attention sur le délai incompressible de 7 jours qui a été fixé par l'article 12 bis que vous avez sous les yeux et qui permet, si en appliquant le mécanisme de la suspension, votre délai devait expirer mettons le 25 mai à minuit, l'ordonnance vous donne quand même 7 jours pour saisir le juge. Voilà. Donc il y a un délai incompressible de 7 jours qui, si on l'applique comme un vrai délai de procédure, comme un vrai délai franc, devrait normalement ne pas pouvoir expirer le week-end de la Pentecôte et donc devrait nous emmener jusqu'au 1er juin. Voilà pour la première hypothèse. On peut prendre la deuxième hypothèse, qui est une expiration du délai pendant la période juridiquement protégée. Eh bien, dans ce cas-là, le délai ne part pas. C'est-à-dire que typiquement, celui qui affiche son permis aujourd'hui ne fait pas partir le délai de recours. Le délai de recours ne sera déclenché qu'à l'issue de la période juridiquement protégée urbanisme, c'est-à-dire le lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 24 mai. Un permis affiché aujourd'hui ne déclencherait le délai de recours des tiers que le 24 mai. Attention, on parle bien d'un affichage pendant 2 mois continu. Certes, on prend le premier jour de l'affichage, certes, le premier jour de l'affichage, le délai de recours des tiers part, mais attention à bien veiller à ce que l'affichage reste pendant au moins 2 mois et à le faire constater par l'huissier. Voilà. Un dernier mot, les autres délais contentieux, parce qu'on parle du délai de recours, mais il y a plein d'autres délais qui concernent. Vous savez que le contentieux de l'urbanisme est un contentieux très exorbitant avec tout un tas de règles spéciales. Eh bien, alors l'inventaire que vous avez sous les yeux, encore une fois, n'est pas exhaustif, c'est pas limitatif, mais on a compilé comme ça quelques délais qui vont être affectés par la clause générale de report au 24 août, l'article 2 de l'ordonnance, qui nous dit que ces délais repartiront donc le 24 juin pour expirer au maximum le 24 août. Alors, par exemple, on pense au délai de 15 jours pour notifier les recours. Quelle que soit la date à laquelle je fais un recours, j'ai 15 jours pour poster la copie de ce recours au titulaire de l'autorisation et à son auteur, c'est-à-dire à la mairie, dans la plupart des cas. Eh bien, ce délai de 15 jours, il est, comme tous les autres délais, il est gelé, il est figé, il est neutralisé. Et il est neutralisé par l'article 2, ce qui est assez embêtant parce que ça veut dire que ce délai de 15 jours ne va commencer à courir que le 24 juin à 0 heure. Ce qui fait qu'en fait, jusque la première quinzaine de juillet, il est possible que vous receviez, si vous êtes titulaire d'un permis, que vous receviez une notification d'un recours. Donc attention, avant de considérer qu'on a un permis définitif, attention au moment où il faut faire le point sur la purge des permis, les notifications des recours vont prendre un peu de temps.
Pareil pour le délai d'1 mois pour enregistrer les transactions par lesquelles un requérant s'engage à ne pas attaquer ou se désister d'un recours en contrepartie d'une somme d'argent. En principe, ces transactions doivent être enregistrées à peine de nullité dans un délai d'1 mois. Eh bien, c'est pareil, il y a tout lieu de penser que ce délai d'1 mois sera couvert par l'article 2 et donc prorogé à compter du 24 juin 0h jusqu'au 24 juillet 0h. Pareil pour le délai de cristallisation des moyens d'annulation. Vous savez que devant le juge administratif, maintenant, quand on attaque un permis, à partir du moment où la partie adverse a défendu, on n'a plus que 2 mois pour invoquer des nouveaux moyens. Ça évite que les requérants conservent des munitions comme ça pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans. Eh bien, ce délai de 2 mois de cristallisation des moyens d'annulation, pareil, il est, à notre sens, il est prorogé par l'article 2. Et lui, pour le coup, il va courir jusque fin août. Pareil aussi, ce fameux délai de 6 mois, vous savez, quand vous attaquez, par exemple, une autorisation d'urbanisme et que vous voulez vous en prendre en même temps au PLU que vous avez oublié d'attaquer en temps utile, eh bien, vous avez 6 mois maximum pour vous prévaloir des illégalités externes de ce document d'urbanisme. Dans ce délai de 6 mois, il y a tout lieu de penser que, comme ceux du dessus, il sera, alors lui, pour le coup, dans une limite de 2 mois, mais il sera prorogé. Et enfin, c'est pareil, le délai de 6 mois pour confirmer une demande d'autorisation après avoir obtenu l'annulation d'un refus, c'est pareil, 6 mois, et qui se transformeront en 2, et qui seront reportés en toute hypothèse jusqu'au 24 août. Voilà, j'en ai fini de cet exposé sur les délais. Je vais repasser la parole à mes collègues, notamment à Bertrand Théry, qui va vous informer de la suite. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie. Oui, rebonjour à tous. Donc là, la présentation de Monsieur Thomas Simon est terminée. Vous avez eu l'occasion, tout au long de cette présentation, de poser des questions qui ont été transmises à Thomas Simon, qui va en prendre connaissance et qui va y répondre dans quelques instants. Voilà. Et rebonjour à tous. Alors, je vous remercie. J'ai pris connaissance des quelques questions qui me sont posées. Si vous le voulez bien, on va les prendre successivement les unes après les autres. Je vais essayer d'en prendre connaissance en même temps que je les lis et je vais essayer d'y répondre autant que je le peux, de la manière la plus aussi précisément qu'il m'est possible. Alors, la première question porte sur l'article 12 ter et la question est de savoir si ça s'applique au délai de recours contre les documents d'urbanisme type PLU. Eh bien non, l'article 12 ter ne s'applique qu'au délai de recours contre les autorisations individuelles. Les recours contre les documents d'urbanisme type PLU, eh bien, eux, leurs délais sont, à mon sens, toujours gérés par l'article 2, c'est-à-dire prorogation au 24 août, minuit. Alors, j'ai une deuxième question qui porte sur seules les autorisations sont concernées par l'article 12 ter ou également les refus. Eh bien, on l'a vu, non, les recours contre les refus et les recours contre les retraits, c'est pareil, ils ne sont pas concernés par l'article 12 ter, ils bénéficient du régime général de l'article 2 et ils pourront être faits jusqu'au 24 août. J'ai une troisième question qui est posée et qui dit que le 24 mai est un dimanche. Est-ce qu'on doit considérer que le délai repart à compter du 25 mai ? Non, à mon sens, la question de savoir si on est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ça se pose pour l'expiration des délais de procédure.
En revanche, là, pour le point de départ du délai, moi, à mon sens, je ferai repartir le délai le 24 mai. Mais encore une fois, c'est une excellente question. Et comme je l'ai dit, la computation des délais sera pas facile. C'est pour ça que toujours se donner 1 ou 2 jours de marge quand on calcule un délai. Parce que à mon avis, le délai repartira quand même le 24 mai. Mais effectivement, votre question est pertinente. Je n'ai pas de certitude sur ce point. Pourrez-vous nous fournir une formulation à mettre dans la demande de pièces complémentaires ou modification de délai si nous n'avons pas eu les retours des consultations? Alors, de ce que je comprends de cette question, les personnes consultées à l'occasion de l'instruction de la demande n'ont pas fourni de réponse. Alors, vous savez qu'en principe, l'absence de réponse fait naître un avis favorable tacite. En tout cas, ça c'est le principe. Donc, en principe, quand on n'a pas de réponse d'un service consulté, eh bien, on considère qu'il est d'accord. Alors, le délai imparti, on l'a dit aussi, hein, le délai des personnes consultées, il suit le délai d'instruction, c'est-à-dire qu'il est suspendu et reporté. Hein. On prend l'exemple de l'ABF, par exemple. Si l'ABF doit être consultée et rendre un accord ou un avis favorable, son délai est tout comme votre délai général d'instruction à vous, administration police de l'urbanisme, il est suspendu et reporté. Alors, est-ce qu'il y a une formulation à mettre dans la demande de pièces complémentaires? C'est une excellente question. Est-ce qu'il faut, de manière plus générale, on peut se poser la question de savoir s'il faut, dans les courriers d'instruction, mentionner les délais Covid. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse de réponse certaine. J'ai pas de certitude sur la question. J'aurais tendance à répondre que non, parce que ce que le code de l'urbanisme vous oblige à faire, service instructeur, c'est à mentionner les délais de base et les délais majorés tels qu'ils sont prévus au code de l'urbanisme. Or, les délais Covid ne sont pas des délais prévus au code de l'urbanisme, ce sont des délais exceptionnels qui d'ailleurs sont changeants, parce que le piège pour les services instructeurs, là, ce serait de mentionner des délais qui en vérité s'avéreraient erronés. Je vais prendre l'exemple d'un courrier de complétude ou d'un courrier de notification de délai qui serait parti entre le 25 mars et le 15 avril, il serait erroné puisque l'ordonnance du 15 avril est venue corriger la computation des délais sur ce point. J'aurais plutôt tendance à dire que je ne suis pas sûr qu'il faille notifier les délais Covid dans les courriers d'instruction. Alors, il y a une autre question qui se pose, hein, c'est celle de la mention des voies et des délais de recours dans les décisions de l'administration. On peut se poser la question aussi de savoir si, par exemple, un arrêté de refus de permis doit mentionner les nouveaux délais de contestation Covid, et en particulier l'article 2. Ça me paraît plus prudent. Sans trop toutefois chercher à l'interpréter, hein, mais rappeler l'article 2 dans un arrêté de refus ou de retrait, ça me paraît de bonne administration. Mais je ne suis pas certain, encore une fois, que le juge l'exige, parce qu'en matière de mention des voies et des délais de recours, on sait que le juge peut être compréhensif. Bon, je parlais des délais de distance, par exemple, tout à l'heure, au bénéfice des personnes domiciliées à l'étranger ou dans les territoires ultramarins. Ça, par exemple, le juge n'exige pas qu'on les mette. Donc, est-ce que par analogie, il exigera qu'on mette les délais Covid dans la mention des voies et délais de recours? C'est préférable, mais encore une fois, pas de certitude. Alors, je reprends les questions. Un service peut-il refuser de délivrer un récépissé de dépôt de dossier de demande de PC? Cas malheureusement rencontrés. Oui, je sais que c'est des cas qui doivent se présenter. Encore une fois, hein, l'administration fait face à une situation d'urgence. Il n'est pas toujours évident pour elle de réagir. Néanmoins, en droit, la réponse est non, me semble-t-il. On ne peut pas vous refuser la délivrance d'un récépissé de dépôt à partir du moment. De toute façon, si une personne vous a refusé un récépissé de dépôt, c'est qu'elle était là. Et que donc, vous auriez pu matériellement lui déposer le dossier de demande de permis. Donc, il n'y a aucune raison en droit de vous refuser un récépissé de dépôt. La réponse est non. Et dans ce cas-là, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est à faire un envoi par recommandé avec avis de réception. Et même idéalement, si vous avez besoin de prouver que vous avez cherché à faire cette démarche et à déposer ce dossier de demande, c'est à faire constater par l'huissier le refus de l'administration de le recevoir. Alors, les délais au 23 mai s'appliquent-ils aux autorisations ou s'appliquent-ils également aux refus? Donc non, hein. Non. La reprise des délais au 23 mai ou 24 mai minuit, enfin au 24 mai 0h, ne s'applique qu'aux autorisations délivrées, hein, pas aux refus.
Et alors, 7e question, bonjour, dans quel cas les délais restants à courir après le 23 mai ne peut être inférieur à 7 jours? Alors, dans quel cas? Eh bien, tout simplement, si il a été suspendu au 12 mars et qu'il lui restait, par exemple, 2 ou 3 jours à courir, eh bien, dans ce cas-là, c'est là qu'il peut être inférieur à 7 jours, c'est là que, grâce à l'article 12 bis de l'ordonnance, il va pouvoir courir pendant 7 jours. L'idée est de laisser aux requérants un délai incompressible de 7 jours pour, en toute hypothèse, pouvoir déposer leur requête. Alors, je lis également, quid de la jurisprudence intercopie, possibilité de bénéficier. Question intéressante, la jurisprudence intercopie. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent que la jurisprudence intercopie, c'est celle qui veut que, avant l'expiration du délai de recours, vous ayez soulevé toutes les causes juridiques que vous allez vouloir soulever dans le contentieux. Alors, s'agissant d'un permis, par exemple, si vous attaquez un permis de construire, la jurisprudence intercopie, elle vous oblige à soulever des moyens de légalité externe, compétences, procédures, forme de l'arrêté, mais aussi des moyens de légalité interne, violation de la règle de hauteur du PLU, par exemple. Tout ça pour vous permettre d'en soulever autant que vous voulez pendant le contentieux, en tout cas tant qu'il vous est possible et que les moyens ne sont pas cristallisés. Donc, à mon avis, la jurisprudence intercopie, elle va suivre le régime du délai d'expiration, de l'expiration du délai de recours. Et donc, si par exemple vous attaquez un permis, j'applique l'article 12 ter, y compris pour la jurisprudence intercopie. Si vous attaquez un refus de permis, par exemple, là, j'appliquerai l'article 2 et la jurisprudence intercopie suivra. La jurisprudence intercopie, à mon sens, est attachée à l'expiration du délai de recours. Donc, elle suivra, selon la nature du recours, elle suivra le régime applicable et l'article pertinent de l'ordonnance. Possibilité de bénéficier, alors, dans le cadre d'un refus de PC signé. Alors, dans le cadre d'un refus de PC signé pendant la période d'état d'urgence sanitaire, quid du délai de recours du pétitionnaire contre la décision? Eh bien, encore une fois, alors ça va dépendre de la date à laquelle votre pétitionnaire a reçu son refus de permis. Et ce qu'il va falloir qu'on calcule, c'est la date d'expiration. Si la date de recours, si le délai de recours expire après la période juridiquement protégée générale, c'est-à-dire après le 24 juin, il n'y aura pas de report ni de suspension. Par contre, si le refus de permis, si le délai de recours contre le refus de permis expire pendant la période juridiquement protégée, là, il sera automatiquement prorogé jusqu'au 24 août. Alors, je lis d'autres questions qui me parviennent en même temps que je vous parle, ces pièces complémentaires. Alors, si quelqu'un dépose les pièces complémentaires pendant la période d'état d'urgence sanitaire, quelle est la date de départ du délai de 3 mois d'instruction de la demande? Eh bien, la date de 3 mois d'instruction de la demande, j'applique l'article 12 ter, c'est-à-dire que je la reporte. Je la reporte au 24 mai. S'agissant des courriers de demande de pièces et ou majoration de délai, conseillez-vous de poursuivre le renvoi? Oui. Si oui, doivent-ils avoir une rédaction particulière? Alors ça, oui, ça on l'a abordé tout à l'heure. C'est pas évident autant que possible essayer de mentionner les délais Covid, mais c'est pas évident. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions que j'ai reçues, en tout cas aussi précisément que possible. J'en lis encore quelques-unes. Je crois qu'il y avait eu des questions également sur le caractère exécutoire des permis. Alors, je rappelle que le caractère exécutoire des permis, un permis de construire, il devient exécutoire non pas au moment où il est affiché à la mairie, mais au moment où il est notifié à son destinataire. Et notification au destinataire qui doit être évidemment doublée d'un envoi en préfecture. Et dès que ces formalités ont été accomplies, le permis est exécutoire. Sans, à mon avis, que ce caractère exécutoire ne soit affecté par les ordonnances Covid. Voilà, j'espère avoir répondu autant que j'ai pu aux questions. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole finale à mes collègues du moniteur juris. Je vous remercie. Bon week-end à toutes et à tous.
Bien, c'est à mon tour de vous remercier. Donc, je vous rappelle que vous avez assisté à ce rendez-vous expert urbanisme dans le cadre de votre abonnement à Moniteur Juris. Donc, je remercie Thomas Simon de sa participation et je remercie son cabinet, Massaguet et Simon Avocat, de la réaction, de leur réactivité, surtout face à notre demande et face à ce sujet qui, je crois, a intéressé beaucoup de gens. Voilà, bon courage à tous et au revoir.